Alors, l'idée, c'est peut-être que je vous parle un peu, dans un premier temps, de ma démarche. Et quelle est la démarche, finalement, qui m'a amené à découvrir cette notion de... Enfin, à m'intéresser, pas forcément à la découvrir, puisque je pense qu'elle était déjà connue, à m'intéresser à cette notion de survivance prénatale. L'idée, ma démarche, elle est partie à l'origine vraiment de la question des procréations artificielles. C'est-à-dire que j'avais été assez marqué par mon travail d'étudiant hospitalier dans un service de procréation artificielle. Et à cette époque-là, j'avais été assez impressionné par l'angoisse des femmes qui était suivie. Et puis j'ai fait un mémoire sur les procréations artificielles. Et puis à un moment donné, alors il se trouve que j'ai fait un premier travail qui était un travail où je m'intéressais à la définition de ce qu'était l'intervention sur les gamètes et sur l'embryon. Hein. Les fécondations artificielles, c'est une intervention sur les gamètes et sur l'embryon. Donc je m'étais dit, cherchons toutes les interventions sur les gamètes et sur l'embryon dans le champ de la médecine. Puis là, j'ai été confronté à cette époque-là à la notion finalement qu'il y avait un grand nombre d'interventions sur les gamètes et l'embryon qui provoquaient une destruction embryonnaire. Hein. Il y avait tout ce qui était autour de la contraception, les mécanismes d'action antinidatoire des contraceptifs, il y avait la pratique de l'interruption de grossesse, hein, et je me suis un peu familiarisé avec l'idée que certaines interventions pouvaient être létales pour les embryons ou pour les fœtus d'âge plus tardif. Alors ça, c'était le premier temps. Et puis le deuxième temps, c'était de me dire, à un moment donné, si je veux comprendre la procréation artificielle, comme moi, je deviens psychiatre et que je m'intéresse à ça, si je veux comprendre la procréation artificielle, il faudrait peut-être quand même comprendre en premier la procréation naturelle. Et donc, je me suis dit, il faut explorer le champ de la procréation naturelle. Et comme je suis médecin et psychiatre, je m'intéresse a priori aux situations pathologiques, je me suis dit, est-ce qu'on peut trouver des situations dans la pratique médicale, dans la pratique psychologique, psychiatrique, est-ce qu'on peut trouver des situations où une problématique apparaîtrait finalement dès la conception d'un enfant et marquerait son développement, hein. Donc l'idée initiale, c'était de chercher à repérer si des troubles psychologiques pouvaient émerger dès la conception d'un enfant. Et alors, les réponses, elles n'étaient pas très dures à trouver, en fait. La démarche était peut-être un petit peu originale et neuve, mais il y avait finalement plein de travaux déjà effectués qui montraient des difficultés psychologiques émergeant dès la conception d'un enfant. Et les travaux vraiment les plus importants et en plus grand nombre, c'était ceux qui s'intéressaient en particulier à la question de l'enfant de remplacement. Hein. Donc l'enfant de remplacement, qu'est-ce que c'est ? C'est cet enfant qui est conçu après le deuil d'un frère ou d'une sœur, qui est mort en général en bas âge, hein, c'est pas forcément un décès périnatal, ça peut être un enfant de 3-4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Et là-dessus, on avait énormément de travaux où d'ailleurs apparaissaient les mots de conception, hein, et donc c'était un premier point de départ pour étudier la psychopathologie de la conception humaine. Donc, qu'est-ce que disaient ces travaux ? Alors, ces travaux, ils nous donnaient une méthodologie. Enfin, ils me donnaient une méthodologie et ils me montraient comment ça se passait. Finalement, on avait description d'une problématique psychopathologique émergeant dès la conception d'un enfant dans une situation de deuil. Hein. L'enfant était conçu dans une situation de deuil pour remplacer l'enfant mort. Hein. C'était ça la problématique de l'enfant de remplacement. Et on voyait la description de ces problématiques psychologiques émergées chez des enfants, des jeunes enfants, des adolescents, des adultes, hein, où des cliniciens repéraient un trouble psychologique qui émergeait sur cette base d'une histoire conceptionnelle particulière. Cet enfant avait été conçu pour remplacer un autre mort. Hein. Alors, ces travaux, ils disaient quoi ? Ils disaient finalement qu'il y avait place pour des troubles autour du sentiment d'identité. Hein. Ces enfants souffraient d'une sorte d'absence d'identité propre. Ils étaient finalement condamnés à une sorte de non-être et ils n'arrivaient pas à être eux-mêmes. Hein. Et ce qui pouvait parfois les aider, c'était la créativité. Hein. On sentait qu'une expérience de créativité pouvait les sortir de ce mal-être. Hein.
certains auteurs se sont intéressés justement aux enfants de remplacement célèbres. Hein. On a parlé de Dali, on a parlé de Van Gogh, Chateaubriand, Beethoven, le psychanalyste Didier Anzeux, s'il y en a qui connaissent, plus récemment, Stendhal, hein, Henri Bell aussi. Donc toute une perspective ouverte chez les enfants célèbres. Alors Dali, je peux vous dire ce que Dali dit de sa conception, enfin la grossesse de sa mère. Alors il se trompe d'ailleurs sur les dates. Souvent il y a des erreurs chez les gens. Ils essayent de mettre à distance la mort. Alors du coup ils se gourent dans les dates. Mais ça c'est pas très. Alors il dit: cela ébranla ma mère dans les profondeurs de son être. La précocité, le génie, la grâce, la beauté de ce frère faisaient ses délices. Sa disparition fut un choc terrible. Elle ne devait jamais s'en remettre. Le désespoir de mes parents ne fut apaisé que par ma naissance, mais leur malheur continuait de pénétrer chaque cellule de leur corps. Dans les entrailles de ma mère, je pouvais déjà ressortir leur angst. Mon fœtus nageait dans un placenta infernal, leur angoisse ne me quitta jamais. Et puis alors, il s'explique très clairement sur ses excentricités. Hein. Dali était quand même un personnage assez exubérant, et il dit, et mégalomaniaque aussi, hein, quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, et il dit: grâce à ce jeu constant de tuer par mes excentricités la mémoire de ce frère mort, j'ai réussi le mythe sublime de Castor et Pollux, un frère mort et un autre immortel, avec toute la modestie que cela comporte, hein, mais qu'on lui connaît bien. Alors, donc, d'un côté, ces sentiments d'identité, ces troubles de l'identité. Et puis de l'autre, cette culpabilité qu'on a décrite ce matin avec les survivants. Parce que finalement, il y a quand même quelque chose de très proche. Moi, j'aime bien qu'on différencie la survivance collective et puis l'enfant de remplacement, mais il y a des ponts qui se créent. Et effectivement, toute la problématique de cet enfant de remplacement, c'est quand même d'exister parce que l'autre est mort, parce qu'effectivement, dans la réalité, il y a un choc qui se passe, c'est que dans le réel, il y a une sorte de confusion. Si cet enfant n'était pas mort, effectivement, le suivant ne serait sans doute pas là, parce que parfois, c'est même physiquement impossible. Donc j'existe parce que mon frère ou ma sœur est mort, et si lui ou elle n'était pas mort ou morte, eh bien je ne serais pas là, donc ça veut dire que je suis responsable de sa mort. Enfin ça, c'est les interprétations là, des psychanalystes. Hein, Alors, ce qui est intéressant, c'est que à partir de ces contextes qui ont été repérés chez des enfants, des adultes, hein, où des psychanalystes, des psychothérapeutes accompagnent des gens dans ces problématiques, il émerge l'idée de s'intéresser à un stade plus précoce, notamment à ce qui se passe dès la grossesse ou à la naissance plutôt, hein, peut-être plus. Et des travaux ont alors été consacrés, parallèlement aux études psychopathologiques, des travaux ont mis l'accent sur justement la période postnatale de ces enfants conçus après deuil, qui ne sont pas forcément des enfants de remplacement, ça, je vais y revenir tout à l'heure. Et peu à peu, on s'est intéressé à la question de la grossesse après deuil. Effectivement, je pense qu'il faut bien avoir en tête que c'est des grossesses particulières et qu'il ne faut peut-être pas trop pathologiser parce qu'il y a vraiment un travail adaptatif qu'il faut respecter. Une grossesse après deuil, c'est quand même une grossesse qui est volontiers marquée par une anxiété très vive, hein, qui réactive le deuil de l'enfant précédent, donc qui va poser un souci qui est normal, je pense. Et la mère va avoir tendance à craindre de s'attacher à l'enfant à naître parce que c'est difficile, c'est douloureux. Elle a peur aussi que ça se répète, que l'histoire se répète, et par conséquent, c'est dur de s'attacher à l'enfant parce que si jamais elle s'y attache trop fort et qu'il arrivait un accident, ce serait trop douloureux. Et puis aussi une forme de culpabilité sans doute à l'idée d'oublier l'enfant précédent aussi. Hein, s'attacher au suivant, c'est quand même oublier le précédent. C'est se réjouir d'un enfant qui vient alors qu'on doit pleurer l'enfant qui est mort. Tout ça est bien compliqué. Et on retrouve aussi des phénomènes de confusion volontiers entre l'enfant à naître et l'enfant mort, hein, comme si les images parfois très concrètement se superposaient. Je pense que ce travail, tous ces remaniements psychologiques qui peuvent paraître comme ça pathologiques, hein, qui effectivement, il y a une anxiété très vive, il y a de la tristesse, il y a de la dépression, je pense qu'il faut vraiment les considérer comme quelque chose de normal et ne pas les pathologiser, mais plutôt accompagner la femme dans les étapes de cette grossesse après deuil pour qu'elle puisse élaborer à chaque moment, un moment donné de tension particulière, une date anniversaire. Moi, j'avais accompagné
accompagné comme ça une femme qui avait le procès de l'enfant mort parce qu'il y avait une faute médicale, donc il y avait eu procès, il y avait vraiment une erreur. Donc le procès avait remis en branle tout ce processus de deuil qui commençait un petit peu à s'estomper. Et donc il y avait des étapes à passer. Hein. Une fois, pareil, à distance, hein, quand même longtemps après, enfin peut-être un an ou un an et demi après la naissance de l'enfant suivant, tout d'un coup des phobies d'impulsion caressaient la mère qui avait comme ça des idées en tête de faire du mal à son enfant, hein, ce qu'on appelle une phobie d'impulsion, c'est-à-dire la peur de faire du mal. Et en cherchant, je ne me rappelle plus ce qu'on a trouvé, mais il y avait quelque chose, et le simple fait aussi d'en parler, dédramatiser, parce qu'elle avait vraiment honte d'en parler, c'était vraiment, elle avait l'impression de devenir folle, alors qu'en dédramatisant et puis en essayant de trouver un petit peu quel est le contexte qui avive cette angoisse, finalement, ça permet d'apaiser les choses. Alors, cette grossesse durant la grossesse, c'était très intéressant d'ailleurs à suivre parce que cette femme surstimulait son ventre. Elle passait son temps à stimuler le bébé parce qu'il fallait à tout prix que le bébé bouge et soit vivant. Et elle disait, pour moi, un enfant qui bouge pas, c'est un enfant mort. Et elle avait en mémoire le bras de l'enfant qui tombait sans vie comme ça. Et alors, c'était intéressant parce que je lui ai dit, écoutez, regardez donc les rides, surveillez les rides de votre enfant in utero, parce qu'un enfant, ça ne fait pas que de bouger, ça dort aussi. Donc, regardez un petit peu, observez s'il a des rides, faites un calendrier, comme ça dans la journée, vous essayez de repérer s'il y a des moments où il est plus actif, des moments où il se repose. Et comme ça, c'était de la vie, ça. Et à partir du moment où elle a fait ce travail-là, ça a permis le travail de l'attachement de la grossesse qui était un petit peu bloqué, hein, où il n'y avait pas beaucoup de représentation de l'enfant à naître. On a senti venir les premières représentations de l'enfant à naître, ce qui était, à mon avis, une étape importante. Et puis après, il y a eu d'autres soucis qui se sont remis, qu'il fallait accompagner, il fallait trouver à nouveau les choses. Hein. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose de très mouvant dans ces grossesses après deuil, qu'il est important de connaître et d'accompagner pour passer des étapes finalement, parce qu'on ne peut pas toujours s'en sortir tout seul. Alors, cette méthodologie, finalement, enfin, le fait d'explorer ce champ donnait effectivement une méthode pour partir sur cette idée d'une psychologie de la conception humaine. Hein. On voyait bien qu'il y avait des psychopathologies conceptionnelles qui étaient repérables chez l'enfant, l'adulte, et puis on se voyait bien qu'il fallait... Alors on avait des psychanalystes qui donnaient des versions explicatives, des interprétations, qui se penchaient sur le pourquoi, le comment des choses, hein, ce qui se passait dans les soins, et puis on voyait bien qu'on pouvait aller plus près des interactions précoces et de la grossesse et voir émerger cette dynamique. D'où l'idée justement de comprendre la grossesse un petit peu comme une phase un peu du développement de l'être conçu, à condition d'y mettre des concepts adéquats à cette période du développement. Alors, deuxième champ qui me venait à l'esprit, dans cette exploration psychologique, c'est se dire, oui, il y a quelque chose, alors là, j'y suis allé à reculons, c'est pas très drôle, il y a les conceptions après traumatisme sexuel. On peut imaginer qu'un enfant conçu d'un viol ou d'un inceste, il y a quelque chose là qui est traumatique, hein, qui est particulier, et ça ne doit pas se passer normalement. Alors là, autant il y avait plein de publications dans le champ de l'enfant de remplacement, autant les conceptions après traumatisme sexuel, ça n'a pas vraiment attiré les cliniciens, et il y a finalement assez peu de cas cliniques, mais quand même, plus qu'on le croit, peut-être pas dans le champ psychologique, mais du côté des gynécologues, tout ça, enfin, il y a quand même, on trouve des choses. Donc moi j'ai cherché des dossiers un petit peu à essayer de comprendre. J'ai interrogé Roland Coutenceau qui est un psychiatre chez nous qui est assez spécialisé dans les traumas sexuels, qui me disait il y a trois catégories de femmes. Il y a celles qui s'attachent d'emblée à leur enfant, la grossesse pose pas de problème parce qu'elles l'investissent comme un enfant à elle, et du coup la question de l'agresseur est éludée. Il y a celles où il n'y a pas de problème non plus, la question de l'agresseur est tellement omniprésente qu'elles vont le confier à l'adoption parce qu'il n'est pas question que ce soit autrement. Et puis il y a celles qui sont tiraillées entre les deux, c'est à la fois leur enfant et c'est un enfant à l'image de l'agresseur, et l'attachement est très douloureux et difficile, et elles sont très tiraillées.
Alors, c'est intéressant dans ces cas de grossesse aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de dénis de grossesse, c'est-à-dire que c'est des grossesses où l'enfant n'est pas perçu, et je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'identité conceptionnelle particulière de l'enfant qui est inconcevable. L'enfant est inconcevable, donc il n'est pas perçu. Alors, là, finalement, j'avais choisi une autre méthodologie, essayer de trouver un contexte de conception qui pourrait marquer, puis essayer de confirmer à partir des cas d'adultes, des cas d'enfants, de voir s'il y a des grossesses publiées. J'ai une collègue qui m'a montré une publication qui m'avait donné le suivi d'une grossesse déniée comme ça après traumatisme sexuel. Et ce qui était intéressant, c'était aussi d'élargir la question. Alors je pense que c'est peut-être intéressant pour l'association, puisque vous accompagnez aussi des questions de maltraitance. Eh bien, la grossesse, on voyait que certaines grossesses aussi avait lieu chez des femmes abusées sexuellement, et la grossesse d'un tiers, c'est-à-dire pas forcément l'agresseur, mais un homme tiers, permettait de sortir de l'agression, comme si la grossesse avait une fonction de protection. Et puis le plus intéressant, c'était aussi de repérer la question de la grossesse chez des femmes ayant eu des abus d'antécédents sexuels, parce que ces grossesses ravivent souvent le traumatisme sexuel et soulèvent pas mal de problèmes, des reviviscences traumatiques, des accouchements difficiles, bloqués ou bien dans de mauvaises conditions. Enfin, il se passe des choses autour de cette question-là. Donc on voyait dans ce repérage l'intérêt d'élargir un peu ces catégories d'observation autour de la conception. Alors, troisième exploration psychologique, c'est se dire, il y a des dénis de grossesse. Finalement, là, je fais un travail de clinicien, de psychiatre, en me disant, je balaye le champ de la psychopathologie, j'étudie les rapports entre conception et deuil, les rapports entre conception et traumatisme. Et là, conception et déni. Le déni, c'est un mécanisme psychologique qui tend à nier une réalité. Et il y a effectivement des grossesses qui sont niées ou qui ne sont pas perçues, soit que ce sont des dénis complets où la grossesse, la personne va accoucher sans s'être rendue compte qu'elle était enceinte, avec parfois des morts accidentelles d'enfants, soit que il y a une dénégation, la femme sent bien que elle a les seins qui gonflent, oui, elle prend du poids, oh oui, mais ça doit être parce que je suis gourmand en ce moment, et puis à un moment donné, elle découvre qu'elle est enceinte. Alors, le déni de grossesse passe, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais on peut faire l'hypothèse au moins que le déni de grossesse passe par un déni de conception quand même, parce que s'il y a eu déni de grossesse, il y a eu quand même déni de conception aussi. Donc c'était un peu l'idée d'étendre le champ, et c'était intéressant parce que ça nous permet de comprendre un peu mieux la grossesse, parce qu'on s'aperçoit finalement que dans une grossesse, ça paraît banal de le dire, mais il faut que se construise un espace de reconnaissance et d'identification de l'enfant. Il faut que l'enfant soit reconnu par la mère, ce qui ne va pas de soi, puisque là, il y a une catégorie qui se passe, un problème. Il y a une catégorie de femmes, certaines femmes, elles ne reconnaissent pas qu'il y a un enfant dans leur ventre, et ça pose problème. Donc, une réflexion sur la grossesse à partir de là, en se disant, une grossesse, il faut qu'il y ait un espace psychique de relation entre l'enfant et la mère, entre la mère et l'enfant, et il faut que la grossesse, elle soit reconnue dans les modifications corporelles. Le travail de l'énonciation de la grossesse à autrui n'est pas rien, c'est-à-dire dire sa grossesse à quelqu'un, ça peut être une source de blocage. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à énoncer leur grossesse, et ça peut être une raison, par exemple, de dissimulation de grossesse aussi. Donc il y a tout un nombre de choses importantes à reconnaître à partir de là, sachant que le déni de grossesse est quelque chose encore mal connu, mal compris. Je pense qu'il y a une association qui va faire un colloque là-dessus, parce qu'on va réfléchir justement entre des gens d'horizons différents. C'est pas une étiologie unique, il y a sans doute du refus inconscient de l'enfant, mais il y a aussi des difficultés d'énonciation de la grossesse, comme je le disais, la question du traumatisme sexuel qui existe aussi. Il y a toute une diversité de cas dans ces dénis de grossesse. Il y a aussi des femmes schizophrènes qui ont des dénis tout à fait psychotiques, donc il y a tout plein de choses. Alors, oui, une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure par rapport aux conceptions après traumatisme sexuel, autant le déni de grossesse nous apprend quelque chose de la construction d'un espace psychique maternel pendant la grossesse, autant la question de la grossesse après traumatisme sexuel nous apprend que l'être humain conçu, l'être en gestation, il a une identité particulière qui dépasse le registre biologique.
C'est-à-dire qu'être conçu d'un viol, être conçu d'un inceste, c'est une détermination qui n'a rien à voir avec le biologique, qui est vraiment inscrite dans le psychosocioculturel et qui donne une subjectivité particulière au corps embryonnaire, au corps de l'enfant en gestation. Et cette subjectivité fait le lien de la relation entre l'enfant et sa mère. Porter un enfant pour une femme, porter un enfant conçu d'un viol, c'est pas du tout la même chose que porter un enfant issu de l'amour de l'homme qu'elle aime. Donc un point très important qui découle un petit peu de cette objectivation de la conception après traumatisme sexuel qui mérite d'être pensé dans cette perspective. Alors après, on peut décliner encore sur ce mode des séries psychologiques les questions des rapports avec la conception et passage à l'acte. On a l'impression que certaines grossesses sont une espèce de passage à l'acte. Par exemple, chez une jeune fille carencée qui se retrouve à ses 18 ans, elle était en famille d'accueil et puis tchouk, elle conçoit un enfant comme s'il fallait qu'elle, au moment où elle doit larguer la famille d'accueil parce que elle est majeure, enfin tout au moins cette question se pose, concevoir un enfant, c'est essayer de mettre en place une famille qu'elle n'a pas. Enfin, on sent bien qu'il y a une espèce de mise en acte avec un homme de passage. Enfin, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre du passage à l'acte. Alors, il y a aussi d'autres repérages possibles si on s'intéresse à la grossesse. Il y a la question de l'environnement psycho-affectif de l'enfant à naître. Si on étudie la conception de l'enfant chez le malade mental, la femme schizophrène qui porte un enfant, on se dit que là, l'enfant, il a un environnement bien particulier, marqué par la maladie, l'investissement affectif d'une mère psychotique. Ça peut être très cru, ça peut être une femme qui investit son enfant sur le mode délirant. Enfin, ça peut être des choses très particulières. Et puis, et là, c'est là où se trouvait la place de la survivance conceptionnelle pour moi, qui me paraissait très intéressante, notamment avec les PMA, mais aussi avec ces questions de survivance en général périconceptionnelle ou prénatale. Eh bien, c'est la question de la biographie prénatale et conceptionnelle. On sent bien que l'être humain conçu a une histoire dès sa conception, et cette histoire participe à la construction de l'identité de l'être humain conçu, à la construction de l'identité conceptionnelle. Par exemple, être conçu en même temps que 10 autres embryons, tout ce que je vous expliquais tout à l'heure des procréations artificielles, c'est une histoire conceptionnelle particulière qui fait partie de l'histoire de l'enfant conçu et qui est là, qui est un savoir qui s'impose sans doute pas immédiatement pour l'enfant conçu, et on imagine qu'embryon il le sait pas. Alors ça, on va discuter de ça sans doute en fin d'exposé si je le peux, mais qui est un savoir marquant qui sera au moins restitué à travers l'histoire que les parents donneront à l'enfant, ou aussi les secrets qu'il portera, et c'est le lit de quelque chose d'important. Donc, au total, finalement, on peut dégager 3 axes dans cette étude de la grossesse, 3 axes qui se chevauchent. L'axe biographique, l'être humain conçu possède une histoire conceptionnelle et prénatale qui appartient à son histoire personnelle. Alors c'est Sylvain Missonnier, qui est un spécialiste de la grossesse comme moi, qui dit la biographie vraie de la personne humaine commence dès la conception. Enfin, je ne sais plus sa phrase exacte, mais c'est à peu près ça. Donc c'est vrai que plus tard, l'être humain conçu pourra dire j'ai été conçu pour remplacer mon frère mort, je suis conçu d'un viol. Ces questions peuvent se poser dans une transmission de savoir. Autre axe, l'axe identitaire. L'être humain conçu possède une identité conceptionnelle qu'il inscrit dès la conception dans le registre psychosocioculturel. Être conçu d'un viol, mais être aussi conçu de parents malades mentaux, enfant être conçu en remplacement d'un autre ou à la suite d'un deuil. Tout ça, ce sont des déterminations qui vont participer à la construction de l'identité. Et puis, dernier axe, l'axe environnemental, cet être en gestation, il évolue dans un environnement psycho-affectif donné, qui a ses caractéristiques dès sa conception. Donc, finalement, toute problématique prénatale peut et doit être déclinée selon ces 3 axes qui se chevauchent, parce qu'on voit bien que l'axe biographique de l'enfant de remplacement ou de l'enfant issu du viol, il se conjugue avec l'axe identitaire, toutes ces choses-là, et il se conjugue aussi avec l'axe environnemental, parce que c'est aussi le deuil des parents qui est là dans l'histoire de l'enfant de remplacement.
Alors, cette objectivation de la psychologie de la conception et du développement prénatal, eh bien, elle nous incite à penser la grossesse dans une perspective du développement de l'être en gestation. Et moi, je dis de son développement psychique en ayant bien en ayant bien en tête que psychique ne veut pas forcément dire conscience de soi. Hein. Ça, on peut, effectivement, il faut en discuter. Mais pour moi, psychique, ça veut dire qu'il y a des concepts. Il y a effectivement l'embryon humain a un corps subjectif qu'il inscrit dans le psychosocioculturel dès sa conception. Ça ne veut pas dire qu'il a forcément une pensée construite, mais il appartient déjà aux deux registres de l'humain, le biologique et le psychosocioculturel. Alors, comment penser la grossesse sur la base de ces diverses objectivations, hein ? C'est sûr qu'il est très difficile d'évoquer la période prénatale sans souligner les remaniements psychologiques de la grossesse qui ont été observés par de nombreux auteurs. Hein. La conception de l'enfant, ça provoque un vrai raz-de-marée émotionnel et un bouleversement psychique, un remaniement identitaire. Bien sûr, il ne faut pas oublier les aspects physiologiques sous-jacents, mais il y a aussi un énorme enjeu psychologique à travers une grossesse. Alors, c'est le psychanalyste Winnicott qui avait parlé, les choses sont célèbres, de la préoccupation maternelle primaire, pour décrire précisément cette espèce d'état d'hypersensibilité particulière qui ressemble à une maladie, il explique, mais qui n'en est pas une et qui sensibilise la femme enceinte aux besoins de l'enfant après la naissance. Dans les années 50 aussi, le pédiatre Brazelton, Ted Berry Brazelton, qui est assez connu aussi, a également exprimé son étonnement. Il avait examiné des femmes enceintes et il trouvait qu'elles présentaient une espèce d'état d'anxiété anormal qui lui semblait pathologique. Il trouvait que les matériaux inconscients que ces femmes exprimaient étaient bizarres, et cet univers fantasmatique de la femme enceinte l'inquiétait. Il présageait des mauvaises choses pour la naissance, et puis en fait, non, rien, tout se passait bien. La femme s'adaptait tout à fait bien au moment de la naissance. Donc il était surpris. En France, de son côté, Paul-Claude Racamier, un psychiatre, travaillait sur la maternalité des femmes psychotiques. Et il s'était intéressé à la grossesse en général, et il pensait que la femme a tendance à s'aimer plus fortement durant la grossesse. Elle aime indistinctement son propre corps et l'enfant qu'elle porte, et son fonctionnement psychique évolue selon lui. Elle établit finalement un rapport à autrui plus indifférencié, comme si elle seule existait. Et il dit que la femme enceinte utilise les modalités de la relation d'objet psychotique. Alors ça, on va revenir là-dessus pour expliquer, c'est un petit peu compliqué. Plus récemment, dans le prolongement de ses travaux, Monique Bildowski, également psychanalyste, parle de transparence psychique. Pour elle, la grossesse est une période où l'inconscient est à nu, où les remémorations infantiles vont de soi, sans réticence, sans refoulement, sans qu'il y a tout ce refoulement habituel chez le sujet qui traverse pas cette période. Donc la vie psychique apparaît finalement avec une sorte d'authenticité plus particulière, perceptible dès le début de la grossesse selon elle. Les remémorations infantiles vont de soi, elles ne soulèvent pas les résistances habituelles, et l'inconscient est comme à nu, sans barrière du refoulement. Alors, si on s'intéresse à ces bouleversements psychiques, c'est intéressant de voir que finalement, tout cela est interprété volontiers par les psychiatres ou les psychanalystes dans une espèce de perspective finaliste. On dit, tout ça, bien sûr, c'est là pour que la femme s'adapte aux besoins de son enfant, et grâce à ces modifications qu'on observe, tout va bien se passer à la naissance, elle va pouvoir s'adapter au petit homme. Alors moi, je vois les choses un peu autrement, et finalement, je pars de ce qui se passe au départ à la conception, avant de me préoccuper de l'arrivée, la naissance. Et je me dis, il faut s'interroger sur un rapport de causalité possible entre, d'une part, les transformations psychiques de la femme, et puis, d'autre part, l'intrusion de l'être humain conçu dans son espace psychique et corporel. Finalement, la grossesse, c'est avant tout l'intrusion d'un humain à l'intérieur d'un autre humain, et ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, finalement, la conception... qui est tout à fait normal, mais qui n'est pas normal. C'est un homme qui parle, là. Vous l'avez compris. On est quand même un peu jaloux. Alors,
Donc la conception, elle impose à la femme la présence d'un être conçu à l'intérieur de son appareil génital. Et la femme doit finalement établir progressivement avec l'être en gestation une forme inhabituelle de relation où autrui est à l'intérieur de soi. Autrui est enserré à l'intérieur de soi. Et au terme de ce tour de force, finalement, la femme transformée dans son identité, elle accède au statut de mère. Alors, il y a un énorme travail psychique là-dedans. Alors, Racamier dit que la relation d'objet est modifiée au cours de la grossesse. Alors moi, je me suis parti un petit peu de cette analyse parce que j'ai trouvé ça intéressant. Qu'est-ce que c'est que la relation d'objet ? En psychanalyse, la relation d'objet, c'est finalement la relation, schématiquement, que chaque individu a au monde et à autrui. C'est un peu son rapport à autrui. Alors on définit des relations, une relation objectale où autrui est bien différencié, puis la relation d'objet narcissique, c'est celle où justement autrui et soi sont confondus. Et donc Racamier dit que finalement la relation d'objet s'établit sur un mode de confusion de soi et d'autrui pendant la grossesse. Alors moi je trouve ça très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire que la femme justement a un mode de relation au monde marqué par la confusion de soi et autrui alors qu'elle est en train justement de devoir subir l'intrusion d'un autre en soi et qu'elle doit être à la fois soi et autrui en même temps. Donc moi je trouve que c'est assez intéressant de mettre en rapport ces travaux de Racamier avec une objectivation de ce qui se passe au moment de la grossesse. Il faut être soi et autrui en même temps et précisément on observe que la relation au monde elle est marquée par cette indifférenciation. Donc cette relation d'objet particulière, je pense que c'est une phase d'adaptation à l'intrusion d'autrui en soi et c'est ce que j'appelle moi le processus de nidification psychique, terme que j'emprunte aussi que j'ai entendu chez Missonnier avec qui je travaille un peu. Et justement, je pense que la grossesse, avant tout, passe par une phase de nidification psychique. De même qu'on sait qu'il y a une nidification au sens biologique, parce que, pareil, la greffe embryonnaire n'est pas logique pour le système immunitaire, et même pour le système psychique, c'est pas plus logique. Et il y a donc une réaction d'adaptation qui se passe avec cette nidification psychique. Donc ça, c'est la première phase de la grossesse, qui correspond au tour de la conception. Alors, je ne vais pas donner des dates. Finalement, en se nichant dans le corps maternel, l'être humain conçu impose une situation hors de commun, proche de la folie, être soi et autrui en même temps. Et la greffe psychique peut prendre grâce à cette indifférenciation, cette relation d'objet qui évolue sur le mode de l'indifférenciation soi-autrui. Alors, au cours de la grossesse, se construit peu à peu un espace de représentation et de relation autour de l'enfant à naître. Et ça, c'est intéressant. Les travaux de l'équipe d'Amanetti en Italie sont assez intéressants. Massimo Amanetti est un psychanalyste qui travaille à Rome, à l'université de la Sapienza. Et il a fait tout un travail très intéressant autour des représentations de la grossesse. Et selon lui, il montre bien que au cours de la grossesse, apparaît une activité de représentation mentale à la fois nouvelle et spécifique qui se développe en empruntant deux directions. D'une part, la direction de l'enfant à naître, et il y a donc des représentations qui se développent autour de l'enfant à naître, mais aussi des représentations qui se développent autour du rôle de la femme en tant que mère. Petit à petit, il y a un travail d'élaboration de représentation psychique au cours de la grossesse qui vont dans le sens d'une reconnaissance de l'enfant, d'une identification de son caractère sur un mode virtuel et imaginaire, mais aussi une représentation du rôle futur de la mère, comment la femme s'imagine avec son enfant. Alors, la femme anticipe la façon dont elle va être mère en s'identifiant, en se différenciant de sa propre mère d'ailleurs, et en imaginant la relation qu'il ira à son enfant. Et c'est donc ces deux sortes de représentations, les unes autour de l'enfant et les autres autour du rôle maternel, contribuent à forger cet espace de relation avec l'enfant dont je parlais tout à l'heure et qui précisément est construit sur le mode du déni dans la négation de grossesse. Alors, par exemple, si l'enfant bouge beaucoup, la mère, elle peut l'identifier à son propre caractère parce qu'elle-même est une femme active, ou bien elle va identifier ça au mari qui est un agité. Donc elle va pouvoir faire des liens avec des personnages. Cette anticipation, elle peut finalement faire écho au tempérament objectif de l'enfant, mais elle peut aussi s'établir sur d'autres modes représentatifs, par exemple désinvesti. On peut imaginer par exemple un enfant qui est perçu comme calme parce que la mère prête finalement assez peu attention à lui, qui ne change rien de sa vie de femme. Il est sage, tranquille, avant tout parce qu'il ne doit pas gêner la maman.
Hein. Ailleurs, on peut imaginer une femme qui anticipe un style relationnel marqué par la conflictualité avec un enfant qui est persécuteur, hein, celui-là, il me donne des coups, il le fait exprès, il m'empêche de dormir, enfin, sur un mode conflictuel. Ou bien aussi des représentations qui sont bloquées, justement, hein, dans une difficulté d'attachement, avec, par exemple, justement, une femme qui est enceinte après un deuil d'enfant, elle peut craindre de s'attacher à l'enfant, et donc ces représentations vont être bloquées. Hein, pareil par rapport à la façon dont la mère s'imagine dans son rôle de mère. Hein. Alors effectivement, il travaille beaucoup, Amaniti a beaucoup exploré les questions de la narration. Donc il voit la cohérence du discours des femmes. Hein, et il y a certains discours qui sont un peu plaqués, d'autres qui sont à la fois riches, cohérents, qui laissent place à de la diversité, des inquiétudes, mais aussi des résolutions de choses. Et il fait un peu des typologies en fonction de ces représentations. Alors, cette gestation psychique, pour moi, je pense qu'il faut l'envisager pas seulement dans un sens où la femme construit les choses uniquement sur la base de son histoire personnelle. Je pense qu'il y a déjà place pour une interaction avec l'enfant à naître, c'est-à-dire que cet espace de relation psychique avec l'enfant à naître, il se construit pas seulement en fonction de ce qu'est la femme, mais aussi précisément en fonction de l'identité conceptionnelle de l'être humain conçu. Hein. Alors ce que j'appelle l'identité conceptionnelle, hein, je vous ai dit que c'était à partir du cas du viol ou de l'inceste que j'avais trouvé cette notion-là. L'identité conceptionnelle, pour moi, c'est simplement le fait qu'on définit l'être humain conçu comme l'embryon, c'est un être conçu d'un homme et d'une femme à tel moment de l'histoire du couple, de l'humanité, dans telle société, dans tel lieu du monde, et c'est finalement tout un ensemble de déterminations qui définissent ce qu'est l'être humain conçu. Alors c'est pas matériel, ça, c'est quelque chose d'immatériel, non palpable, hein, c'est une inscription quelque part de l'être humain conçu dans l'humain psychosocioculturel, si j'ose dire, mais c'est quelque chose qui est... Alors moi je vais jusqu'à parler de structure intersubjective de l'être humain conçu, alors c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que l'être en gestation, cette définition d'être conçu d'un homme et d'une femme, finalement, elle met en relation trois termes. Elle met en relation l'être conçu, la femme et l'homme. Et chacun de ces termes maintenant est dépendant l'un de l'autre. Et chacun va participer à une subjectivité particulière de l'autre. C'est-à-dire que l'être humain conçu reçoit une part de son identité en fonction de ce qu'est l'homme et la femme. Hein. Être conçu d'un homme agresseur et d'une femme violée, c'est pas la même chose que d'être conçu, comme je disais tout à l'heure, d'un homme et d'une femme qui s'aiment. Mais pareil, l'enfant, les devenants parents vont se définir aussi par rapport à ce qu'est leur enfant. On sent bien qu'il y a quelque chose où chacun participe à la subjectivation de l'autre, c'est-à-dire apporte quelque chose à l'identité de l'autre. Et l'identité conceptionnelle, finalement, tout être humain conçu est être conçu avant d'être fils ou fille d'eux. Hein. Et c'est ce qui nous relie à la question du qui suis-je dans notre propre corps. Hein, c'est-à-dire que mon corps me pose des questions fondamentales. Qui suis-je, hein, je suis être conçu de cet homme et de cette femme, c'est pas pareil selon les personnes. D'où est-ce que je viens, hein, quelle est mon histoire, quelle est l'histoire de ceux qui m'ont conçu, à qui dois-je la vie. Ça introduit plein de questions, cette question de l'identité conceptionnelle. Et ça participe peu à peu, hein, au gré de ce développement, dans le temps bien sûr, à la construction de notre identité conceptionnelle. Alors, il faut peut-être que j'avance. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps. Alors, je vais vous parler d'un exemple de grossesse après deuil, mais je crois je vais essayer de discuter un petit peu maintenant. Alors oui, si, je voudrais dire que on a un travail justement d'intersubjectivité prénatale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une subjectivation réciproque de l'être conçu par ses parents et des parents par l'être conçu. Hein. Par exemple, si on prend cette identité conceptionnelle, si on est très objectivant, on définit par exemple l'embryon conçu après un deuil, on peut dire que cet enfant, il est être conçu d'un homme et d'une femme qui viennent de perdre un enfant à telle date. Hein. Ça, c'est l'objectivité, c'est clair. Hein. Mais la subjectivité des parents, le désir de remplacement, par exemple,
peut faire que cet enfant conçu après un deuil, il est conçu pour remplacer le frère mort. Et ça, on est dans une subjectivité qui est apportée par les parents et qui va se mettre en place finalement assez vite. Et cette subjectivation, elle va déjà construire un investissement du corps en gestation, de l'être en gestation. Elle participe à une subjectivation justement à travers cette relation qui commence à se mettre en place dès la grossesse et qui va marquer la relation future après de la mère à son enfant, des parents à leur enfant. Donc on voit bien que le travail de subjectivation existe dès le début. Et il est dans les deux sens, c'est-à-dire que les parents participent à la subjectivation par l'identification qu'ils font de leur être conçu, mais aussi le fait d'attribuer, il bouge beaucoup comme son grand-père, par exemple. Ça, c'est une attribution de subjectivation. L'identité objective, c'est qu'il a être conçu de cet homme et de cette femme, qui eux-mêmes sont être conçus de choses, qui donnent un grand-père. Mais le fait de pouvoir dire, il a le tempérament de son grand-père, là, c'est de la subjectivité des parents. Donc, et réciproquement, on s'aperçoit que l'être humain conçu par ce qu'il est subjective les parents de façon réciproque parce que, justement, l'être conçu d'un viol, par son identité, fait mère celle qu'il porte d'une façon particulière, qui est douloureuse. Elle n'est pas seulement victime d'une agression sexuelle, elle porte aussi un enfant issu d'un viol. Et ça a un poids particulier. Et ce n'est pas la même chose que d'être violé pendant sa grossesse d'un homme qu'on aime. Donc on voit bien qu'il y a non seulement le traumatisme sexuel, mais il y a aussi porter un enfant qui a cette identité conceptionnelle particulière. Par exemple, j'avais le cas d'une femme qui avait été traumatisée sexuellement pendant un voyage en Égypte, je crois. Elle avait une vie sexuelle désordonnée et elle avait conçu un enfant dont elle ne savait pas qui était le père. Elle avait un enfant dont elle ne pouvait pas assurer la subjectivation, justement, du côté de la branche paternelle. Et alors, curieusement, moi j'ai connu cette femme alors que l'enfant avait 6 ans, et elle présentait finalement au père, à l'enfant, des histoires différentes où elle nommait des pères différents qui étaient tous impossibles. Comme si c'était un aveu de dire « je ne peux pas te nommer ton père ». Elle disait, un coup c'était cet homme-là qui était son père, non, et puis après elle revenait, non, c'est pas lui, et puis après elle en nommait un autre. Un peu une sorte d'aveu d'impuissance, et elle était très tourmentée par le fait de ne pas pouvoir nommer le géniteur, parce que justement elle ne savait pas qui c'était, elle avait une sexualité multiple, et donc elle ne savait pas de qui elle était enceinte. Donc on voit bien que ce travail d'élaboration autour de la grossesse, il ne se fait pas seulement sur une base de la femme uniquement, mais aussi avec la réalité de l'enfant. Et on pourrait dire la même chose d'une femme, par exemple, qui est mère d'un enfant issu d'un métissage. Le fait d'avoir un enfant issu d'un homme d'une autre culture, ou bien soi-même en étant d'une autre culture dans un lieu où on n'est pas là, ça force à s'inscrire son histoire dans ce pays à travers cet enfant. Donc l'enfant incarne quelque chose de fort qui subjective en retour les parents. Alors, après, donc, est-ce qu'on peut essayer donc si je résume un petit peu ces choses autour de la grossesse, excusez-moi. Si j'essaye de me résumer, j'avais prévu un petit résumé, mais j'ai oublié de le faire. J'étais parti avec une intervention, j'en ai fait une autre, donc... Et c'est pas si mal de ne pas trop lire, quand même. Alors oui, donc, finalement, là je vais lire mon petit papier. J'espère que j'ai bien trouvé le bon endroit. Si je me résume, donc, quand j'entends que la grossesse représente une période particulière du développement psychologique de l'être humain, je pars du principe qu'un enfant est conçu par ses parents. Cet embryon n'a pas seulement une identité génétique, il a aussi une identité conceptionnelle. Il est être conçu d'un homme et d'une femme. Il a déjà une histoire propre, sa biographie. Il fait intrusion dans l'espace psychique de la femme qu'il porte. Cette intrusion entraîne une réaction psychologique particulière chez la femme qui devient mère. Son rapport à autrui s'oriente vers un rapport plus indifférencié soi-autrui. Ce gommage des limites du soi permet à la greffe gestationnelle de prendre, c'est la nidification psychique de l'être humain conçu. Puis la mère entre progressivement en relation avec l'enfant à naître, elle construit un espace de relation avec son enfant, elle se représente l'enfant à naître et s'imagine dans son rôle de mère.
Elle anticipe ainsi et prépare la relation future en postnatal. Cet espace maternel de gestation psychique ne se construit pas donc seulement en fonction de ce qu'est la femme, de son histoire personnelle, mais aussi en fonction de ce qu'est l'être humain conçu. C'est véritablement un espace commun entre la femme enceinte et l'être en gestation, et cet espace psychique peut être envahi par les diverses problématiques psychologiques qu'on a retrouvées en postnatal, mais qui existent déjà en prénatal, et dont je vous ai pas donné quelques exemples. Donc c'est sur la base un petit peu de cette objectivation-là qu'après on peut discuter la question de la transmission psychique, je crois, de ces questions de survivance. Je pense que c'est important d'avoir un modèle de compréhension de la grossesse pour essayer de voir comment ces questions de survivance prénatale ou périconceptionnelle peuvent se mettre en route. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser de ça ? Tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec quelqu'un. Je vous ai dit, moi, je pars de l'hypothèse qu'il n'y a pas de conscience embryonnaire de soi. Et puis, en fait, ce que je vise surtout, c'est le fait que, en tout cas, qu'il y ait ou non conscience embryonnaire, quelles que soient les hypothèses qu'on pourrait faire, puisqu'on ne peut prouver ni l'une ni l'autre des hypothèses, ce qui compte, c'est quand même de voir qu'il se passe des choses dès la grossesse, de l'ordre d'interactions fantasmatiques, de phénomènes d'intersubjectivation, et que tout ça participe à la construction psychique de l'enfant à naître, et qu'il y a un lien entre le prénatal et le postnatal. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une continuité des problématiques entre le prénatal et le postnatal, et qu'effectivement, dans ces interactions fantasmatiques, c'est-à-dire les élaborations imaginaires des parents et les projections sur l'enfant, ces choses-là peuvent s'inscrire dans la chair et dans le psychisme de l'enfant, par le biais après du handling, enfin la façon de porter l'enfant, les soins qu'on donne à l'enfant, tout ça a tendance à s'inscrire. Alors, c'est vrai que ça pose des questions. Quand je dis que il n'y a pas de conscience embryonnaire, il y a effectivement des expériences qui sont troublantes. Autour, on sent bien que dans ces problèmes de survivance, parfois certaines personnes expriment de façon très très forte la dimension physique de leurs sentiments. Il y a une éprouvée physique extrêmement forte. Alors, est-ce que et une revendication, parce que j'avais eu un échange comme ça par mail avec cette jeune femme dont je vous parlais, où il y avait une sorte de revendication, vraiment pour elle, c'était avant tout un phénomène physique, quelque chose de vraiment éprouvé corporellement, et de l'ordre de la sensation très très profonde de soi. Alors, c'est sûr que ça pose beaucoup de questions sur conscience embryonnaire ou pas. Je vous parlais de ces expériences, de ce médecin croate qui m'avait dit comme ça, il y a des pistes pour penser une conscience embryonnaire. On n'a bien entendu pas de preuves absolues. Alors, j'en parlais un petit peu à la pause. Ce médecin m'avait parlé d'expériences allemandes avec des utérus artificiels. Alors, j'ai pas trouvé les publications, je les connais pas, mais il me disait, en fait, on place l'enfant, on lui demande de dire comment t'es né, je me rappelle plus le scénario, et selon, par exemple, qu'il est né par césarienne, il part par une béance de l'utérus qui était ouvert, qui avait un toit, mais comme par hasard, il part par ce toit, et puis selon qu'il est né par voie basse, il passe par le col de l'utérus plutôt que par le toit, alors qu'il aurait pu emprunter le toit. Et puis, alors je sais pas, est-ce que c'est une question du genre d'où est-ce que tu viens, est-ce que tu sais d'où est-ce que tu viens, il y a les trompes qui sont symbolisées, et puis il y a le truc utérin, et avec des enfants in vitro, d'où est-ce qu'ils viennent, ils montrent plutôt le côté du col utérin où il y aurait le transfert, et puis les autres, ils montrent plutôt la trompe de Fallope. Alors je vous reconstituer les choses, je peux me tromper dans la reconstitution parce que j'en ai parlé il y a longtemps, mais il y avait l'idée d'une objectivation, d'une forme de conscience supraphysique comme ça, où finalement seraient en cause pas seulement des perceptions fœtales, mais aussi des perceptions beaucoup plus précoces qui seraient de l'ordre du moment de la conception. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est difficile à analyser? Il faut que je m'arrête? D'accord. Donc, ça va être une forme de conclusion en interrogation. Alors après, bien sûr, ces questions sont ouvertes, et je pense qu'il faut effectivement des observations cliniques. On va dire.